Voilà, donc bonjour à tous, je vais partager mon écran. Tac, alors, partage le PowerPoint et on y va. Normalement, vous pouvez voir mon PowerPoint, vous pouvez confirmer? Yes? Yes. Ok, super, on va pouvoir le lancer. Alors, si je retrouve le bouton, juste là. Ok, donc merci à tous et bienvenue sur ce nouveau meet-up autour de l'univers des OCR, notamment des OCR gratuits. C'est un événement hosté par UiPath Community France. Donc, très rapidement, juste présenter brièvement la UiPath France Community. Donc, c'est une communauté de personnes actives qui souhaitent lancer des événements, lancer des débats, lancer des discussions autour des produits UiPath. J'en profite pour remercier Christine Avidou, qui est parmi nous, donc représentante IMEA de UiPath Community, et puis du coup Vibor aussi, qui est là, représentant de la partie APAC, donc Asie-Pacifique. Hop. Et pour ça, on va faire rapidement un tour de table. Donc, on va commencer par Franck. Est-ce que tu peux nous parler de toi brièvement? Merci beaucoup, Iba. Est-ce que je suis audible? Oui. Ok, moi c'est Franck Mongo, je suis RPA développeur chez Bandariles. Je pratique UiPath depuis à peu près 2 ans et ça fait à bientôt une année, je suis avec la UiPath Community France, donc presque dès le début de la création, dès le début, et c'est tout pour moi. Merci. On va passer du coup à Oumaima. Je me présente, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis Oumaima Lajili, Oumaima, consultante. on ne t'entend pas. Ah, si, moi Vous m'entendez? Oui. D'accord. Vous m'entendez, ça va bien? Oui. D'accord. Je me présente, je suis Oumaima Lajili, consultante RPA chez TED Consulting et ça fait 3 ans que je pratique de la RPA et je suis membre de la communauté UiPath France. Merci Oumaima. Et puis du coup, notre dernier speaker, Marcin. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Marcin Hilal, je suis développeur RPA depuis fin 2018, début 2019. Voilà, depuis, je suis chez Capgemini et j'ai intégré la communauté dès le début qu'ils ont commencé à créer la communauté. Voilà, c'est plus ou moins ça. Merci. Du coup, j'en profite pour me présenter. Iba Beldi, chapter leader de Paris. Plus tard, vous verrez nos descriptions si vous voulez entrer en contact avec nous sur LinkedIn. Et puis, du coup, j'utilise UiPath depuis 2019. Hop, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir du coup brièvement notre sommaire de la journée. Donc, on va faire une rapide introduction sur l'OCR. Ensuite, on va voir ce que c'est en détail, en fait, en théorie, l'OCR. Et puis après le côté pratique, en utilisant UiPath Studio, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que ça s'utilise. Et enfin, vous soumettre une idée, grâce à Franck, qu'on a eue pendant la préparation de cet événement. Sans plus tarder, on va démarrer par l'introduction. Oumaima, que peux-tu nous dire sur l'OCR ? D'accord, donc en fait, afin de mener et tenir des projets RPA complets, et on est dans la plupart des cas amené à utiliser des méthodes qui se basent sur des techniques d'OCR. Donc, c'est quoi un OCR? En anglais, c'est ce qu'on appelle Optical Character Recognition, ou en français, ce qu'on appelle reconnaissance optique de caractère. Donc, c'est un système qui va nous permettre de reconnaître automatiquement ou d'identifier un texte à partir d'un document qui peut être digital, scanné, pris en photo, ou même identifier une écriture manuscrite et après la retranscription de ce texte en électronique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter théoriquement comment ça fonctionne les systèmes de reconnaissance optique de caractère et après on va enchaîner avec un atelier qui fait le benchmark entre quelques OCR qui est présent chez UiPath dans UiPath Studio, puis on va faire aussi une petite expérimentation pour bien paramétrer les OCR afin d'obtenir un meilleur résultat. Grosso modo, c'est le jour. Super, merci. On va du coup pouvoir rentrer dès le début sur le détail. Franck, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est l'OCR concrètement, en dehors du monde de UiPath, mais juste déjà l'OCR? Ok, donc pour expliquer concrètement ce que c'est l'OCR, je vais me baser sur cette slide. L'OCR, pour son fonctionnement, on passe généralement en 3 étapes, c'est-à-dire le pré-traitement,
pour pouvoir préparer notre input. Après, il y a l'application de l'algorithme de reconnaissance de lettres. Et puis, en dernier lieu, il y a le post-traitement. Donc, pour chaque grande étape, il y a des étapes intermédiaires. Donc, sans plus tarder, on va s'intéresser à chacune de ces étapes intermédiaires. Donc, dans l'étape pré-traitement, nous avons l'étape intermédiaire qu'on appelle le redressement. L'étape de redressement consiste tout simplement, une fois qu'on récupère notre image à la sortie d'un scanner, il n'est pas forcément droit, donc l'étape redressement va permettre de pouvoir redresser cette image. Donc, il va faire tout simplement ça. Puis, on a une seconde étape qu'on va appeler l'étape détachement. Et l'étape détachement, donc une seconde sous-étape, l'étape détachement va nous permettre de pouvoir enlever toutes les formes, toutes les tâches non significatives. Donc, si à cette étape, on va donc différencier ce qui est potentiellement une lettre et ce qui est potentiellement juste une tâche pour derrière améliorer le pourcentage de reconnaissance. Donc, à l'étape de détachement, ce qu'il faut retenir, on extrait toutes les tâches non significatives. Et puis vient la troisième sous-étape, qui est l'étape de binarisation. L'étape de binarisation va consister à transformer, pour faire simple, notre image en noir et blanc. Donc, à la fin, on prend une image en couleur. Derrière, on a une image qui a juste deux couleurs, le noir et le blanc. Et ça aussi, ça permet d'améliorer. Et puis, une fois qu'on a vu l'ensemble de ces trois sous-étapes de la partie pré-traitement, on va s'intéresser à la partie algorithme de reconnaissance de lettres. Donc, au niveau des algorithmes de reconnaissance de lettres, il y a deux stratégies lors de mes recherches. La première stratégie va constituer à pouvoir détecter les lignes. Donc, quand on va détecter deux lignes, on va pouvoir dire deux lignes qui se joignent de cette forme forment une lettre V. Et il y a la deuxième technique qui est la technique de reconnaissance de forme. La technique de reconnaissance de forme, c'est celle qui est la plus utilisée généralement, d'après les recherches que j'ai menées. Elle va donc se dérouler en plusieurs étapes, telles que je vous explique sur cette image ci-dessous. La première étape, on va tout simplement différencier les contrastes sombres et les contrastes clairs. Donc, les contrastes clairs vont être remplacés par 0 et les contrastes sombres vont être remplacés par 1. Et derrière, le résultat va être comparé à une bibliothèque de patterns. Donc, pour pouvoir identifier la signature extraite de cette lettre A correspond à quoi dans notre bibliothèque. Et une fois qu'on reconnaît la lettre, on va essayer d'évaluer la distance à la lettre suivante pour savoir est-ce qu'on est face à une combinaison de lettres pour former un mot ou on doit plutôt aller au mot suivant. Donc ça, c'est les deux algorithmes dont j'ai pu découvrir en faisant ces recherches. Donc une fois qu'on a fait cette deuxième étape, il arrive finalement la troisième étape. Au niveau de la troisième étape, on a donc extrait nos lettres. Donc jusqu'alors, nos lettres, c'est en fait, le résultat que nous avons, c'est juste une combinaison de lettres et des espaces. Donc, pour pouvoir améliorer toujours la qualité du rendu, on va appliquer du post-traitement. Donc, le premier post-traitement, c'est la technique du dictionnaire. Donc, notamment pour ceux qui travaillent sur UiPath, on voit bien qu'on a la possibilité de spécifier la langue. En faisant ça, qu'est-ce que nous permettons? On dit tout simplement à notre moteur OCR de pouvoir reconnaître des mots qui sont de pouvoir en tout cas remplacer des mots, de pouvoir se rapprocher que des mots français. Ça voudrait dire que si je vous donne un exemple, si par exemple nous avons un mot tel que poste qui n'a pas E à la fin, c'est un mot supposons qu'il n'existe pas en français, l'algorithme en tout cas va essayer, le moteur OCR va essayer de le rapprocher de poste avec E parce que c'est le mot français qui se rapproche le plus. Donc ça c'est la première technique du dictionnaire. Après il y a la deuxième technique, l'analyse des voisins proches. L'analyse des voisins proches est pertinente surtout sur les mots composés. Supposons nous avons un mot tel que après-midi, et si dans le mot après-midi, le dernier i est remplacé par un L, parce que le moteur OCR a confondu la lettre i et la lettre L, avec l'analyse des voisins proches, on va se dire, dans le dictionnaire français, dans les mots français, il n'existe pas des combinaisons telles que la seconde lettre, c'est middle. Ça n'existe pas, donc le L est sûrement un i, donc il va corriger le L par le i. Et à la dernière technique, qui est la technique de la grammaire. La technique de la grammaire va se baser sur les accords tout simplement. Supposons nous avons un verbe qui se termine par ENT et que le T est confondu avec un L. Basé par des techniques de grammaire, le moteur OCR va corriger parce qu'il va se dire en français, il n'y a pas d'accord qui se termine comme ça par L. Donc là, on a vu un peu les trois étapes ainsi que les sous-étapes qui vont par. Donc, si je reviens un peu pour faire un recap, nous avons l'algorithme de pré-traitement
avec le redressement, le détachement et la binarisation. Nous avons après l'algorithme de reconnaissance, on en a parlé de deux, et puis on a parlé du post-traitement, qui est une étape importante pour améliorer le rendu. Donc là, pour le prochain slide, je vais vous parler d'une grande confusion qui existe souvent entre le moteur OCR et puis le Document Understanding. L'une des choses à comprendre, c'est que l'OCR, ce n'est pas le Document Understanding. Pour vous faire donner un exemple simple, partez sur cette illustration. Si Elon Musk va aller dans l'espace, il faut bien se poser sur son moteur de fusée. Il ne décollera jamais parce qu'il faut compléter par d'autres éléments pour pouvoir réaliser l'opération de décoller pour aller dans l'espace. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre moteur ici, c'est un peu comme le moteur OCR, c'est un peu comme le moteur de la fusée. Il permet tout simplement de faire une transcription des signes, ce qui ressemble aux signes pour l'ordinateur, vers une combinaison de lettres. Pour pouvoir apporter du sens à cette combinaison de lettres, à savoir est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est un nombre, est-ce qu'on peut le comparer ou pas, il faut rajouter un certain nombre de choses, un certain nombre de technologies, et c'est ce rajout-là qui nous emmène au Document Understanding. Donc, si on part sur la slide suivante, on va donc pouvoir ici, sur ce framework, pouvoir situer précisément où se trouve l'OCR et qu'est-ce qui complète l'OCR pour arriver au Document Understanding. Donc là, on voit clairement que l'OCR n'est qu'une petite partie du process Document Understanding. Et pour parler de Document Understanding, il faut faire les autres étapes. Donc, je crois qu'à partir de maintenant, cette confusion serait moins faite. Et je vais donc donner la parole à Mohsin ou Maïma pour la suite. Merci beaucoup. Merci Franck pour cette explication assez claire sur la partie théorie. Du coup, justement, qu'est-ce que c'est que l'OCR? Et puis aussi expliquer la confusion principale qu'on avait quand justement on avait découvert le Document Understanding, qui est finalement un produit complètement UiPath, et justement de comprendre que dans le Document Understanding, il y a cette brique de l'OCR. Donc c'est bien deux éléments distincts, le Document Understanding et l'OCR. Du coup, sans plus tarder, on va pouvoir rentrer du coup dans le vif du sujet. Donc comment est-ce qu'on utilise l'OCR sur UiPath? Oumaima, à toi la parole. Merci Franck pour cette introduction et merci Hiba. Donc si on peut passer au slide suivant. Comme on sait que UiPath Studio présente différents moteurs OCR. Il y a ceux qui sont open source et gratuits, tels que TCR, ActOCR, OmniPage, Microsoft. Il y a ceux qui nécessitent une licence, bien évidemment le paramètre d'API Key, comme Google Cloud Vision OCR, le Microsoft Azure Computer, le ABI avec les deux versions, la version cloud et la version desktop on-prem, et bien sûr le performant OCR que présente UiPath, qui est le UiPath Document Understanding d'OCR, qui nécessite aussi une API Key, mais on peut expérimenter et utiliser cet OCR avec la version communautaire, bien évidemment, avec l'API Key qui est présent dans la rubrique l'essence de l'orchestrateur. Donc, toujours, on a la confusion pour choisir le moteur de CR adéquat à notre cas d'utilisation. Et bien évidemment, les moteurs de CR présentent des inconvénients comme ils présentent des avantages. Donc, il est essentiel d'essayer chacun pour savoir dans quel contexte l'utiliser. Donc, paramétrer bien et expérimenter les OCR peut mener à une meilleure reconnaissance optique de caractère. Donc, pour obtenir une meilleure reconnaissance, on doit paramétrer, on doit connaître les différents paramètres de configuration comme le long, le profil, le scale, le denied characters, le loud characters, les extract words, et il y a des paramètres qui sont présents chez des moteurs qui ne sont pas présents sur d'autres moteurs, donc c'est essentiel de comprendre l'explication de chaque paramètre pour mener à une performance de reconnaissance optique de caractère. Donc si on peut bien passer au slide suivant, Liba. Donc ici, on peut parler des différents paramètres de configuration, comme le profil. C'est quoi le profil? C'est le profil de pré-traitement de l'image. C'est identifier
quel profil on doit utiliser dans notre spécifique à chaque type de document. Il y a 4 options qui sont présentes dans ce paramètre de configuration. Il y a NaN, donc ça n'a aucun profil de pré-traitement de l'image est appliqué. Il y a le Screen, qui est un profil de pré-traitement adéquat aux interfaces du bureau du stand. Il y a le Scan, c'est un profil de pré-traitement adapté aux documents scannés, bien évidemment, qui peut changer l'extraction de texte de 180 degrés. Donc, il est essentiel d'essayer les différentes paramètres. Il y a Legacy qui est le profil qui, par défaut, utilise les paramètres par défaut de pré-traitement de l'image. Ce paramètre, il est présent que sur le moteur de Tesseract. Donc, on entend toujours que Tesseract il est au dernier de classement de benchmarking des OCR parce que toujours et dans la plupart des cas que j'ai vécu d'après mon expérience et plusieurs expériences des gens qui utilisent les OCR, on ne le paramètre pas. Donc, c'est très intéressant de paramétrer ce moteur de CR open source pour obtenir une meilleure performance. Il y a aussi un autre paramètre qui est essentiel, qui est le scale. Le scale, c'est le facteur d'échelle de l'image. Avec le scale, on peut agrandir ou réduire l'image. Et ça dépend de notre type de document et cas d'utilisation. Pour réduire, il y a les valeurs entre 0 et 1 sont acceptées pour réduire l'image. Et pour agrandir, on doit choisir une valeur qui est supérieure à 1. Donc, plus la valeur elle augmente, plus on agrandit l'image. Donc, ça peut être utile dans les cas où on utilise des petites images où on veut agrandir pour vraiment améliorer la qualité. Il y a les allowed characters et les denied characters. Dans allowed characters, la reconnaissance du texte donné, elle fait en se basant sur ces caractères, en respectant ces caractères qui ont spécifié. Donc, l'extraction se fait conformément à ces caractères. Et dans l'autre sens, le denied characters, l'extraction du texte donné, elle est faite sans tenir en compte de ces caractères qui sont mentionnés. Donc, on peut bien vraiment, pour ne pas avoir des caractères spéciaux qu'on ne veut pas l'extraire, on peut bien préciser ce qu'on veut extraire. Donc, on peut mettre toutes les lettres de l'alphabet, par exemple, avec les numéros, comme ça, on obtient une extraction sans des caractères qui ne sont pas dans l'ensemble des lettres souhaitées. Et je dois juste mettre en évidence, c'est pas un paramètre, mais c'est un détail qu'on le trouve dans la documentation de différents moteurs de CR qui s'appelle Supported Characters, qu'on le trouve dans l'app. C'est pas dans tous les moteurs, mais dans quelques moteurs, il faut lire la documentation des moteurs de CR parce qu'il y a des moteurs qui ne supportent pas quelques caractères. Donc c'est pour cela qu'il faut faire cette étude de paramétrage, de configuration, de test des différents CR avec les différents paramètres pour savoir et obtenir le moteur de CR le plus adéquat. Il y a un paramètre qui s'appelle Extract Words. Là, on peut, si ce paramètre est coché, on extrait la position de chaque mot à l'extrait. Ça peut aider dans quelques cas d'utilisation, on peut vraiment connaître la position des mots ou on peut vérifier le formatage du texte extrait. Il y a le UseRead API, c'est un paramètre dans le Microsoft Azure OCR principalement, qui active l'extraction d'écriture manuscrite, qui utilise l'API de Computer Vision, la version V2.0 de Azure Computer Vision, qui va activer l'extraction de handwritten, l'extraction de l'écriture manuscrite. Donc, il y a Inverse aussi, qui est un paramètre que je trouve intéressant, qui surtout, on doit l'utiliser dans des scans ou des photos qui ne sont pas de bonne qualité, qui inversent les couleurs de la photo. L'inverse, c'est peut-être utile dans le cadre où on a un background sombre et, par exemple, il est plus sombre que l'écriture. Si on clique Inverse, ça va inverser les couleurs. La Detection Mode, qui est spécifique à l'OCR Google Cloud Vision,
Donc, on peut choisir soit text detection, soit document text detection, parce que je dois dire la remarque que les moteurs OCR ne sont pas utilisés seulement pour l'extraction du texte à partir du document, mais ils peuvent être utilisés pour extraire du texte à partir des interfaces du bureau ou des interfaces du web. Donc, c'est un flag qu'on sélectionne, soit text detection, donc on peut utiliser pour les interfaces, soit document text detection pour bien spécifier et orienter le moteur à extraire bien le texte qui est à paramétrer, donc le black box que l'on ne voit pas dans la plupart des moteurs de CR qui contient pré-traitement d'image. Il y a aussi le size to max limit if necessary, qui est aussi un paramètre de Google Cloud Vision. Ça ajuste l'image si les dimensions de cette image elle est en dehors des limites de ce moteur de CR. Donc, il faut bien jouer sur ces paramètres. Il y a bien évidemment le paramètre qui, je trouve que le plus intéressant, qui est la langue. Donc, il faut bien choisir la langue si on extrait en français ou en anglais. Et ici, la remarque que les OCR utilisent la langue du système d'exploitation si on est en français ou en anglais. Mais bien évidemment, on est amené à installer d'autres langues si on veut utiliser par exemple l'italien. Il y a les packages qui sont dispo avec des URL dans la documentation des différentes OCR. On peut installer les packages de langue, comme ça on extrait le texte avec la langue adéquate. Donc, c'est tout pour les paramètres. J'ai donné un avant-goût de ces paramètres et quelle est l'utilité de chaque paramètre. Je vous invite à les tester, à les configurer. Et maintenant, si je prends le partage de l'écran, Hiba. Oui, juste avant, tu peux présenter brièvement un petit peu l'expérience? Oui, bien sûr. Donc, je vais prendre le partage pour qu'on fait ensemble une expérimentation. Donc, on va tester 5 types de documents avec 4 moteurs de CR et 3 moteurs de CR qui sont gratuits, Tesseract, Microsoft OCR et OmniPage, et avec aussi UiPath Document OCR. Donc, on va prendre 5 types de documents. Un document digital qui est scanné avec une qualité de scan qui est bonne, et un document digital qui est pris en photo, un document avec l'écriture manuscrite qui est en photo et un document avec écriture manuscrite qui est scanné. Donc, on va tester ces 5 documents avec les quatre moteurs de CR pour bien obtenir une matrice de précision que je vais vous montrer tout à l'heure. Merci. Du coup, à toi le partage. OK. Justement, c'est une question qu'on voit, parce que là, dans le chat, justement, les personnes sont curieuses de savoir quel OCR finalement utiliser pour un document en entrée qui est en manuscrit. Donc là, on va pouvoir voir en live les résultats. On s'est dit justement qu'on va augmenter le champ des possibles, parce que justement, les manuscrits, comme vous avez vu, les données en entrée qui ont été sélectionnées, il y a du coup du manuscrit scanné, donc avec un scanner tout simplement, ou même pris en photo. Et vous allez voir que ça fait la différence. D'accord. Vous voyez bien mon écran? Oui. D'accord. Donc, je vais vous montrer les 5 documents qu'on va les mettre en input. Je vais vous présenter le premier document qui est un extrait d'un contrat de bail, des articles. C'est un document qui est digital, donc écrit par Word, après imprimé en PDF. Ça, c'est le premier document digital qu'on va utiliser dans notre expérience. On a aussi un document digital qui est pris en photo. Donc, ça, c'est le deuxième document. Et on a un document manuscrit qui est pris en photo avec une mauvaise qualité, plus ou moins. C'est de l'écriture manuscrite ici. Et on a aussi un document digital qui est scanné avec une bonne qualité de scan. Et on a le 5e document qui est un document avec l'écriture manuscrite et l'écriture digitale qui est scanné aussi. Donc, on a ces 5 types de documents. Si je vais relister, tout court, on va utiliser, on va créer un workflow très rapidement. Donc ici, on liste les différents fichiers qui sont présents dans notre dossier. Et après, on va faire un build d'un data table qui va contenir le nom du document, le résultat de précision
obtenus avec OmniPage, avec Microsoft, avec Tesseract et avec UiPath Document OCR. Je vous invite toujours à faire cette expérimentation si on est dans la première phase de benchmarker, regarder quel est le moteur d'OCR le plus adéquat. Ce code, je vais après, ça va être public, vous pouvez le trouver pour faire votre propre expérimentation. Donc, si on va parcourir tous les dossiers, les fichiers qu'on a, on va utiliser l'activité Load Document Image. Ici, je dois bien noter que les différents paramètres, différents moteurs de CR prennent en input un objet de type image. Ce n'est pas un PDF. Si on a des PDF, on doit les splitter et avec les activités possibles de PDF qui sont présents dans les packages UiPath. Et après, on doit les convertir aussi en images. On peut utiliser PDF to image et plusieurs autres activités possibles de convertir un PDF en image. Parce que tous les moteurs, ils acceptent en input qu'un objet de type image. Donc ici, on a fait le load image et on a lu le résultat attendu de notre fichier. Donc, on a préparé en amont les résultats du texte attendu de chaque. Ah, on a perdu Omeima? Oui, je pense. Ouais. Obtenu les résultats attendus de ces fichiers pour pouvoir vraiment comparer et faire un bon benchmark entre le résultat du moteur de l'OCR et le résultat attendu. Donc, on a préparé en amont les différents textes qu'on souhaite obtenir de ces documents. Ça, c'est pour la photo digitale et ça, c'est pour la photo qui est créée à la main. Bon, le même texte, on l'a créé une fois digital, une fois à la main. Il y a aussi le résultat du texte qu'on souhaite obtenir, du texte scanné, le document scanné de contrat aussi. Et le résultat aussi du fichier qui contient le handwritten et l'écriture digitale en même temps. Donc, on a bien les 5 fichiers texte input de résultats attendus. Donc, si on revient à notre process, parce que si à chaque fois on lit le texte attendu qu'on a préparé en amont, on fait notre load image et après on a appliqué OmniPage OCR avec output text result OmniPage et puis on a utilisé une activité qui s'appelle Text Similarity. Le Text Similarity, c'est une activité qui est disponible aussi qui est publique, qui se base sur Python. Donc, elle prend un input de string. On peut l'utiliser dans n'importe quel autre cas d'utilisation, mais on a utilisé ici pour comparer les deux résultats attendus, le résultat du moteur de CR, qui prend en input les deux textes et sort en résultat le pourcentage de précision de comparaison entre ces deux textes avec un variable du type double, quoi. D'accord. Omeima, juste une petite question, parce que du coup, là, tu parles de comparaison. Donc, en entrée, on comprend que du coup, on a le fichier, ça va lire avec l'OCR, donc on aura un input. Ça correspond à quoi ce deuxième string finalement, avec lequel on fait la comparaison? Ouais, le deuxième string, c'est le résultat du texte moteur résultat de l'ECR. Donc, on compare avec, si on compare le premier, c'est la variable expected result, qui est le résultat du texte attendu. Et le deuxième string, c'est le résultat du moteur de l'ECR. Donc, là, on peut regarder la performance de chaque moteur de CR. D'accord, mais par du exemple, coup, si on regarde, oui, et du coup, expected result, comment est-ce que tu l'obtiens? le expected result, je l'obtiens à partir de l'activité read text file. Donc, j'obtiens le texte qu'on a préparé en amont en fichier. Donc, pour chaque fichier, on prend le expected, on lit quoi, avec l'activité read text file. D'accord. Juste, j'aime ici. Donc, si je dois ça. Donc, ici, tu vois, c'est le item, c'est le nom de fichier et le nom de notre élément avec .txt pour lire ce document avec l'activité read text file. D'accord. Si.
Ok, donc on va lancer ce processus. Après, bon, à la fin, on va ajouter la data table, notre élément de document, le pourcentage de comparaison de Omnipage, le pourcentage de comparaison de Microsoft, de Tesseract et de UiPath Documents. Pour à la fin écrire dans un fichier Excel qui est notre matrice de précision, les différents résultats qu'on a obtenus. Je vais lancer, ça va prendre un peu de temps. Donc, c'est pour cela qu'on a préparé à côté le résultat de ce process. Si vous voyez bien le fichier Excel, Lipa. Oui, on le voit. D'accord. Donc ici, on va regarder ensemble la précision et la comparaison entre le texte attendu et les résultats de chaque moteur de CR avec chaque type de document. C'est notre matrice de précision que je vous invite à le faire si vous êtes en phase de benchmarking ou la première fois que vous avez utilisé le CR. Donc ici, par exemple, on peut regarder qu'on a obtenu pour le document digital des meilleurs résultats avec tous qui sont supérieurs ou supérieurs à 80%. Même on a obtenu à 100% ici avec Omnipage, qui est open source, bien évidemment, elle a obtenu à 82% à peu près avec UiPath Document. Donc ici, parfois, juste, je veux mettre l'accent que ce n'est pas toujours qu'on est amené à acheter de l'essence et directement aller utiliser Microsoft Vision, Azure, Abi et acheter de l'essence. Il faut bien expérimenter parce que peut-être qu'on est dans le cas, on a des documents digitaux qui ont bien structuré qu'un moteur de CR qui est gratuit, open source, ça peut faire l'affaire. Donc, benchmarker, c'est une étape qui est très intéressante. Donc, si on a obtenu à 100%, par contre, avec, par exemple, UiPath, on a obtenu 82%. Et pour la photo aussi, on regarde qu'on a de bons résultats. Mais par exemple, pour la photo manuscrite, on regarde vraiment la grande différence avec Microsoft. Ce n'est pas le Microsoft Azure. Je note bien qu'on a deux moteurs de CR. Il y a le Microsoft OCR qui est gratuit. Il y a le Microsoft Azure Computer Vision qu'on doit avoir un compte Azure avec la licence du Computer Vision pour pouvoir utiliser l'autre moteur de Microsoft. On a obtenu 5% et avec Omnipage, c'est 18%. C'est pas du tout l'attendu de cette photo manuscrite. Donc, on regarde bien qu'on a obtenu 80% avec UiPath Document pour l'écriture manuscrite. Pour l'écriture manuscrite, c'est un peu délicat. Il faut bien choisir, benchmarker, choisir le moteur qu'on va utiliser. Pour la photo scannée, on a aussi de bons résultats avec 100% et minimum 79% à peu près du UiPath Document. Et la photo qui est scannée et manuscrit en même temps, aussi on regarde qu'il y a vraiment un bon décalage entre 41% et 74%. Si on regarde la photo, on essaie de faire ce graphe pour bien montrer pour chaque moteur CR les marges et les décalages de l'extraction pour chaque type de document, le digital, le scanné, le manuscrit et la photo, quoi. Donc, on regarde qu'il y a vraiment, on remarque qu'il y a un bon décalage, une marge entre 100% et 20%. Et on regarde que ici, comme résultat de cette expérimentation, que UiPath Document qui est le meilleur ici parce qu'on remarque, on marque pas vraiment un grand décalage, une marge. Donc, c'est à peu près aux alentours des résultats avec tous les types de documents qui sont supérieurs à 70%. Donc, ici, je dois mettre l'accent aussi sur un autre point qu'il faut définir un seuil parce que jamais on obtient 100% avec le CR, sauf si vraiment les documents sont digitales, sont bien structurés et tout. Donc, il faut dans chaque projet, je recommande de mettre un seuil, après se challenger par rapport à ce seuil et gérer les KOK et KO de l'extraction. Juste aussi une autre remarque, que ces résultats sont obtenus avec la configuration par défaut des moteurs de CR. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on a utilisé nos moteurs de CR, on n'a pas utilisé les paramètres que j'ai mentionnés tout à l'heure, ni on n'a pas choisi la langue, ni on a choisi le profil, ni le scale, ni quoi, par exemple, les cibles. Donc, on a pris la configuration par défaut pour regarder vraiment quel est le premier résultat qu'on peut avoir avec la configuration par défaut de ces moteurs de CR. Et voilà pour une première expérimentation de ces différents moteurs, quoi. D'accord.
Merci Oumaima Ouais. pour cette présentation, pour cette explication d'ailleurs. On a eu quelques questions et notamment la question qui se porte sur l'API Key. Comment est-ce que tu l'as obtenu, D'accord, le PIK de UiPath Document. D'accord. par exemple? Ici, Ouais. ouais. Donc ici, si on se connecte à l'orchestrateur, on clique sur Admin. Donc si rapidement, je vous montre. Vous voyez encore mon écran? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Oui. Donc on a cliqué sur Admin, puis on clique sur Licence. Et je suis bien sur le plan Community. Donc même on n'a pas besoin d'avoir la période d'essai d'entreprise. Et puis, on clique sur robots et services et on le trouve dans la rubrique de Document Understanding. Donc, c'est UiPath Document OCR, il est dans le package quoi, de Document Understanding. Donc, on peut simplement, j'ai fait un copier l'API et après, je suis revenue ici. Donc, j'ai mentionné, ça c'est en cours d'exécution, ça prend un peu de temps. Je l'ai mentionné ici, mon Community API Key. Et on regarde bien aussi que l'endpoint n'est pas obligatoire. Donc, on peut mettre l'endpoint qui est l'URL de l'orchestrateur, mais on peut seulement avec l'extraction de cette API Key l'utiliser. Si juste, je me souviens d'un autre moteur de CR que je ne l'ai pas mis ici, qui s'appelle le UiPath Screen OCR. Pourquoi on ne l'a pas mis? Parce que le UiPath Screen OCR avec l'API Key de Computer Vision. Ici aussi, dans la même rubrique de robots et services de licence, on a une autre clé. Pour les curieux et les curieuses, c'est quand on utilise cette clé, c'est lorsqu'on utilise le moteur de CR de UiPath Screen qui est spécifique aux interfaces des écrans. Donc, on peut l'utiliser pour les documents, mais ce n'est pas conseillé de l'utiliser dédié aux interfaces des écrans. Et si on veut bien utiliser UiPath Screen OCR, on doit extraire la clé, l'API Key de Computer Vision et ne pas de Document Understanding, parce que parfois les gens ils font la confusion. Donc, pour UiPath Document OCR, on doit utiliser la clé de Document Understanding. D'accord, merci. On a eu aussi une autre question, Emma, qui porte à peu près sur le temps d'exécution. Toi, à peu près, à combien est-ce que tu l'estimes ou combien, tout simplement, en termes de résultats, tu as obtenu? Le temps d'exécution de chaque document ou de tous les documents, en fait. Bon, je ne sais pas si la personne qui a posé la question, elle veut parler ou j'explique en général. Donc, l'utilisation d'un seul moteur de CR, elle peut prendre quelques secondes, hein, pas plus. Parce que si je parcours 5 fichiers avec 4 moteurs de CR et j'écris le résultat et tout, donc mon process peut prendre à peu près 5 minutes pour ce cas. Mais si on a un seul document, c'est aux alentours de quelques secondes. Je me rappelle de 30 secondes, par exemple, pour UiPath Document CR. Et ça peut être 3 secondes pour Tesseract, par exemple. D'accord, merci. On a aussi une question intéressante de Anis qui dit justement si on compare UiPath Document Understanding et ABI d'un point de vue externe en termes de résultats et de prix. Je pense qu'on va répondre mutuellement. Je pense que justement, ça va. Même d'autres personnes extérieures, si vous avez des idées et des retours d'expérience, n'hésitez pas. Personnellement, j'avais utilisé ABI dans une vie entre guillemets antérieure. Et nous, on avait du coup installé, mais mis toute l'infra en fait chez le client directement. Donc, c'est un coût, contrairement à Document Understanding. Et du coup, l'avantage d'ABI, la version qu'on avait, c'est que ça labellisait en fait. Ça ne faisait pas juste de l'OCR. Enfin, si c'est à la même solution auquel on parle à Nice, c'est que la version d'ABI que nous, on avait, elle lisait l'OCR, mais elle labellisait. Donc, c'est, si tu veux, un équivalent du Document Understanding de UiPath. Et l'avantage d'ABI, c'est qu'ils ont, du coup, ils sont forts de leur expérience. Ils ont utilisé, ils sont sur le marché depuis longtemps, en fait, de l'OCR. Et justement, ils ont suivi l'évolution. FlexiCapture, okay, on parle du même à Nice. Et du coup, ça labellise. Et je trouve que c'est très fonctionnel sur les invoices. C'est très fonctionnel parce que du coup, ils ont testé sur plein de territoires. Donc, les factures françaises, les factures internationales. Donc, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt efficace. Après, c'est vrai que je n'ai pas eu l'opportunité de tester avec Document Understanding. Je me souviens qu'il y avait des personnes ici qui avaient utilisé Document Understanding, mais je ne sais pas si elles l'ont testé dans le domaine
invoice ou des choses comme ça. Anis, toi, tu parles de l'utilisation d'ABI dans quel domaine? Parce que Document Understanding aussi, une des valeurs fortes du Document Understanding, c'est que tu as plein de documents à montrer et c'est capable de dire ça c'est un RIB, ça c'est une invoice, etc. Ok, invoice, ouais. Bah, du coup, ABI, c'est plutôt efficace. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter son retour d'expérience justement sur Document Understanding? Ouais, Je vas-y. peux compléter sur ce point-là. En fait, il y a deux stratégies parmi les acteurs. Il y a des acteurs qu'on appelle spécialisés, qui vont par exemple se focaliser sur l'invoice. Ils le pratiquent depuis des années, donc ils sont très bons là-dedans. C'est le cas de Rabi. Après, l'avantage du document understanding, c'est qu'il est très généraliste, dans le sens où on peut l'entraîner sur un type de document jamais testé ailleurs, et il va fonctionner. Moi, j'ai 8 dire d'une expérience sur l'attestation de décès qui devait être processé automatiquement. Document understanding, l'UiPath s'est avéré beaucoup plus performant que AMI, parce que là, on est sur un document qui est exotique, pas très, très courant, et dans ce cas-là, le document understanding, ça prête bien. Yes, Je veux aussi ajouter une autre remarque qu'avec Document Understanding, on a la possibilité d'utiliser plusieurs types d'extracts, ce qu'on appelle, il y a le Machine Learning Extractor avec lequel il y a vraiment des utilisations des modèles pré-entraînés de Machine Learning pour extraire les éléments et il y a aussi le Forum Extract, dans le cas où on a des documents qui sont dans une template bien spécifique. Il y a plusieurs autres types de Forum Extract, donc c'est plutôt plus général que ABI. On peut l'utiliser avec n'importe quel type de document, ce n'est pas seulement les invoices. Il y a d'autres modèles qui sont pré-entraînés, comme l'extraction des données à partir, par exemple, des cartes d'identité, des passeports. Il y a aussi la fameuse option qui est la validation humaine avec Document Understanding, et on a aussi la possibilité d'intégrer ça dans la rubrique aussi de EI Fab, qui est le EI Action, avec lequel on peut faire aussi la labellisation. Ce n'est pas seulement dans un BI avec Document Understanding, on peut utiliser la labellisation, on peut faire tout un workflow de validation et d'entraînement même. Donc, c'est plus général et plus englobé, quoi. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite apporter son information au sein de la UiPath, la UiPath Community? Okay. Je regarde juste les participants. Je ne sais pas si Frédéric est parmi nous, parce que je me souviens qu'il nous avait dit qu'il avait de l'expérience sur Document Understanding. Ouais. Oui, je suis là, mais globalement, je vais pas pinailler sur ce qui a été dit, c'est très bien. J'ajouterais juste que sur la labellisation avec le document understanding, sur les factures, à partir du moment où on a des templates, on peut labelliser le document et ça se fait très très bien. Et après, en fait, il est enregistré. Ce qui est bien avec Document Understanding, peut-être que je rajouterais, c'est que dire oui, c'est généraliste, mais en fait, on applique une stratégie par document. Donc, on est spécialisé, on utilise une stratégie spécialisée finalement par document. On peut le faire. Voilà. Donc, du coup, on a et voilà. Après, la comparaison avec ABI, là, j'ai moins d'expérience que vous, mais je sais qu'avec Vantage, leur dernière solution, et puis même FlexiCapture, ce qui est bien avec ABI, c'est qu'on peut vraiment gérer la géométrie du document. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on va pas avoir simplement des documents avec une seule colonne. On va pouvoir mettre ça en configuration avant l'OCR et être donc très précis sur ce qu'on souhaite extraire en fait. Bon voilà, mais après tout le reste, c'est formidable ce que vous avez fait. Merci Frédéric. Merci. Je profite aussi pour répondre à la question de Ayo. Alors si Oumaima tu as la réponse, est-ce qu'avec le Document Understanding, ça peut supporter plusieurs types de PDF, numérique, manuscrit? Oui, ça peut supporter les différents types et après ça dépend donc du document, mais on peut tester par exemple pour le manuscrit, on peut utiliser le Machine Learning Extract, je l'ai testé, ça peut donner une bonne performance. Donc tu peux le tester IA et regarder. On a aussi une remarque pertinente de Joachim, je ne sais pas si tu veux la dire à voix haute ou…
Je la lis. Je complète afin d'être constructif, c'est ça? Ouais. Donc, j'imagine que les modalités de reprise des 30% par le métier sont un point important, que ça soit pratique. Y a-t-il des retours sur ce point? En Euh, effet, ouais, c'est vrai, parce que Vas-y, vas-y. Les, Vas-y, Eva. les résultats d'OCR qu'on a vus, donc on a vu qu'on n'est pas sur du 100%, hein, très clairement, et c'est normal parce que, ben voilà, surtout sur les documents manuscrits, en fonction de la qualité d'écriture, de la personne qui a écrit, de la qualité de l'image, etc., ben on n'a pas des choses forcément correctes. Donc les 30%, en effet, elles sont reprises par le métier. Différentes manières. Si c'est du document understanding, ça s'affichera au niveau d'un onglet spécifique de l'orchestrateur. Il me semble que c'est Action Center, si je ne me trompe pas. Et du coup, il faudra choisir. Non, même pas Action Center, je crois même ça ouvre directement une pop-up et ça te demande Ouais. de modifier directement les labels, etc., quand ça a un doute, en fait. Même tu peux préciser le seuil du doute, en fait, lui dire, voilà, à partir de, si c'est en dessous de 60% de confiance sur les résultats que tu as trouvés en entrée. Donc, par exemple, si tu lui dis, voilà, il faut que tu trouves le montant TTC, le montant de TVA, le nom du fournisseur, etc., s'il ne retrouve pas tout ça et qu'en plus de ça, il n'est pas très confiant sur les résultats, à ce moment-là, ça t'ouvre une pop-up pour que justement tu remplisses. Donc, deux possibilités, ou ça bloque ton bot et puis ça ouvre la pop-up, ou alors ça te le met en tâche sur le côté. Et donc, oui, bien sûr, il y a cette reprise-là qui est faite. Et puis, d'une manière générale, si on parle d'une prod et que ben, du coup, le résultat de confiance est supérieur, donc c'est pas passé par la validation et que c'est passé quand même en prod, ça, pour le coup, personnellement, je n'ai pas de retour d'expérience, mais j'imagine qu'il y a un minimum une vision, quoi. Sur les montants, je ne pense pas que ce soit incorrect, mais certainement, ça va être peut-être au niveau du nom du fournisseur, où ça a mal été récupéré, ou des éléments comme ça. Je ne sais pas si d'autres personnes de la community ont de l'expérience justement sur la reprise des 30% quand il y a des petites erreurs, que ce soit en prod ou des choses comme ça. Moi, j'ai eu l'expérience de valider ça avec des robots attended. C'est vraiment un peu, si on veut sortir ce pop-up pour ne pas gêner dans le workflow de valider, on peut créer des robots attended où le métier, chaque fois, il valide. Et après, je sais que ces résultats peuvent être stockés dans l'orchestrateur, qui peuvent peut-être améliorer la prochaine exécution, quoi. Et quelle est la cohérence entre le taux de doute et le taux d'erreur? Donc 100% des erreurs font partie des doutes, par exemple. Bon, ça, c'est pas Hiba si tu as une réponse, mais ça dépend de l'expérimentation. Ouais, donc sur la cohérence, si j'ai bien compris, si je reformule, ça veut dire à partir de combien c'est le pas de confiance? Parce qu'il me semble que par défaut, UiPath, en dessous de 60%, c'est pas assez Non, rassurant. Donc, c'était pas ça, c'est Dimitri. En fait, le plus gros risque, c'est que l'OCR soit confiant sur un décryptage de caractères et qu'il se trompe. Et là, on ne peut même pas s'en rendre compte, sauf à relire tout le document. Donc ma question, c'est est-ce que quand il y a des erreurs dans le document, est-ce que toutes les erreurs ont été identifiées à minima comme des doutes par l'OCR pour nous permettre de les corriger? Ce serait le minimum, quoi. Sinon, s'il laisse passer des erreurs, en étant confiant sur ces erreurs, c'est très gênant, quoi. Ça, pour le coup, je pense que quand même, ça va laisser passer. Parce que, ben, par exemple, le L, l'erreur habituelle, c'est le I et le L qui le confond. Typiquement, si c'est trop rapproché, si la qualité en entrée a été entre guillemets, dégueulasse, ça va... Même avec un post-traitement par dictionnaire, quoi. C'est possible, ouais. Sur ça, je ne saute pas m'avancer trop, mais je pense que c'est possible que ça passe. Je ne sais pas si d'autres personnes ont l'expérience dessus. La majorité des clients avec qui j'avais bossé. Ouais. Voilà. Et si je peux compléter sur cette histoire de faux positif ou faux négatif, en fait, normalement, on croit que ça se mesure tout ça en expérimentation, en fait, ce genre de choses. Ça se mesure, ça se quantifie d'un moteur à l'autre. Qu'est-ce qui génère beaucoup plus de vrais négatifs, dans le sens qu'il est persuadé que c'est vrai, mais alors que c'est faux, alors qu'il est persuadé que c'est faux, alors que c'est vrai. Tout cela, ça se mesure et c'est en fonction des résultats qu'on détermine à quel pourcentage on le fixe pour déclencher le seuil de validation par la personne humaine pour être sûr qu'on ne laisse pas passer des choses qui ne sont pas conformes. Yes. Justement, généralement, les clients avec lesquels généralement j'avais bossé justement, quand on leur présente l'OCR, on leur dit voilà, c'est pas l'outil miraculeux. Que ce soit, quels que soient les OCR en fait, sur le marché, il y a toujours un taux d'erreur qui existe. On ne peut pas tomber sur du 100% parfait et puis ça rentre. Donc, c'est entre guillemets la prise de risque qui est acceptée, quoi.
généralement, quand ils acceptent d'utiliser un OCR, donc quand ils acceptent de digitaliser les entrants, parce que la problématique, c'est qu'ils se retrouvent avec beaucoup de données en entrée, et puis il y a un moment donné où la RPA, ça va les aider, la RPA ou même les autres outils qui le plug juste derrière, va les aider justement à diminuer ce taux de travail et laisser uniquement les factures qui sont réellement complexes, qui nécessitent un traitement particulier. Donc, c'est une acceptation, entre guillemets, de prise de risque en se disant, voilà, on sait que sur ces valeurs-là, on va avoir des faux positifs ou des faux négatifs, et on sait qu'il va falloir probablement revenir derrière, et voilà. Je peux faire un dernier apport, si je peux faire un dernier apport. Après, c'est question de stratégie. Sur certaines stratégies, on peut dire les données sont suffisamment sensibles et la moindre erreur n'est pas permise. Dans ce cas-là, le robot peut tout récupérer et mettre, par exemple, dans un action center sur une console de validation, pour faire simple. Et sur la console de validation, l'opérateur humain aura juste à pouvoir vérifier. Il aura un peu deux écrans. En fait. L'autre écran, c'est la valeur extraite. L'autre écran, c'est le document. Il va juste à valider ou pas valider si la valeur est conforme ou pas. Donc là, ça évite quand même plus la tâche d'aller récupérer l'information, de l'emmener. C'est une forme d'automatisation qui n'est pas complète, mais en une petite action humaine pour faire le dernier geste. Ça peut être une stratégie. Ah, Hotman, justement, il a une petite remarque. Qu'est-ce que tu veux la dire à voix haute, Hotman? Ah, en clair, du coup, il disait que pour lui, l'OCR... Ok, ça marche. Ah, alors, peut-être que c'est de mon côté qu'il faut que j'active. Alors, c'est Hotman. Tac. Normalement, tu peux le faire. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Bah, du coup, l'idée avec moi, c'était que j'ai développé en fait un workflow BPM qui fait interagir en fait l'humain. Du coup, quand on lance en fait un process BPM, il y a un robot qui récupère les PDF, il fait le traitement d'image, il passe à l'OCR. Après, on crée une tâche pour l'utilisateur avec toutes les informations, avec le fichier source, fichier généré après le traitement et avec tous les champs en fait qu'il a extraits. Et après, c'est à l'utilisateur en fait de valider. Il pourrait en fait même directement modifier les informations sur la tâche, sur le portail. Et comme ça, quand lui en fait il valide, directement il y a le dernier robot qui va récupérer toutes ces informations et les saisir en fait dans les applications en prod. Voilà. Yes. Du coup, ça ferait finalement une sorte d'attended, finalement. Qu'on clique. Non, ce sont des robots inattendus. Non, ce sont des robots inattendus, mais c'est juste le robot, en fait, il répond à l'outil BPM via l'API, du coup, via des appels API, et il retourne, en fait, les informations qu'il a trouvées. D'accord. Ils ont amené et corrigé ces infos sur leur système interne, sur leur logiciel, ils corrigent directement. C'est ça, ils peuvent corriger directement les informations et après, quand ils cliquent sur le bouton, on crée un queue item sur l'orchestrateur avec les nouvelles informations et le robot pourra directement utiliser ces infos pour les saisir après. Ah, top, parfait, c'est un si bon on workflow peut- complet. Si on peut faire un parallèle, sur l'UiPath, ça revient tout simplement d'utiliser Action Center. En fait. Parce que Ouais. Action C'est ça. Center va lister Après les Action tâches de Center, je pense validation. il faudra racheter des licences du coup de UiPath. Oui, c'est vrai. Bien Ouais, évidemment, certains il y a un clients, aspect financier. généralement, les clients, ils ont tous des outils BPM. Du coup, c'est pour ça qu'on a utilisé leurs outils. Ouais, tout à fait. Il y a des Yes. enjeux Après, financiers. aussi, sur l'outil que j'ai utilisé, qui est Camunda, en fait, ils ont développé une sorte de bridge qui s'appelle Bridge RPA, qui établit en fait la communication entre UiPath et l'outil. Du coup, on pourra regarder directement à partir de l'outil toutes les infos qu'on a sur l'orchestrateur. Ça s'appelle Camunda, hein, le BPM. Voilà. Merci, Hotman. Je vous en prie. Du coup, oui, Joachim, c'est un petit peu human in the loop quand ça passe par Action Center, ou justement quand il y a la pop-up qui s'ouvre, on a besoin d'un input end user en fait, qui confirme que c'est bien ça qui a été récupéré. Anis aussi avait remonté une info qui est extrêmement intéressante, c'est que justement pour mettre en fait, pour éviter en fait, pour diminuer le nombre d'erreurs en prod, augmenter la période d'apprentissage elle est nécessaire. Typiquement 6 mois minimum pour améliorer le modèle. C'est vrai qu'en machine learning, on parle de mois, voire des fois en années.
Personnellement, sur l'OCR, avec le dernier client sur lequel on a bossé en termes d'OCR, c'était avec Abby. On était sur quand même un peu moins d'1 an. Ça paraît beaucoup, mais l'intérêt, c'est qu'à la fin, ce soit le maximum qui soit automatisé et puis que ce soit toujours de meilleure qualité. Ok. Ok, bon, bah, écoutez, je pense qu'on est arrivé grande majorité des questions. On va justement passer sur la partie suivante. Mohsen, est-ce que tu peux nous présenter du coup justement, en faisant améliorer justement le scaling, le profile, rapidement, brièvement nous montrer ce que ça donne et du coup les résultats que tu as obtenus. Parce que pour rappel, du coup, Oumaima avait laissé tout par défaut et du coup on s'est dit mais à quel point ça pourrait changer en fait en modifiant les paramètres en entrée. C'est ça. Ouais. Donc voilà, pour complément de ce que j'avais expliqué au moment tout à l'heure, est-ce que déjà vous arrivez à voir mon écran? Oui, merci. Oui, très bien. Ok, Très donc bien. l'image que je vais utiliser, bon, pour l'instant, je vais pour le test, parce que vu que ça va prendre quelques minutes pour le temps que ça s'exécute, donc je vais utiliser qu'un seul moteur pour vous montrer un peu la différence quand on modifie un peu les paramètres. Ça, c'est le document que je vais utiliser. Bon, vous voyez ici que c'est un document imprimé, imprimé et pris en photo. Par contre, c'est pris en photo sur sol, il y a une partie qui n'est pas prise par le document. Donc voilà. Ici, si vous regardez, j'ai pris Microsoft OCR. Je l'ai laissé par défaut. Donc, vous voyez ici, il n'y a rien à dire. Si je lance le robot, vous allez voir, on soit le résultat que je récupère. C'est 79%, 85%. Par contre, si je modifie un petit peu les paramètres, je vais mettre celui-là pour un peu gagner du temps. Vous avez vu que l'exécution d'avant, c'était 7 secondes. Ouais. Ici, voilà, ici j'ai fait. Bon, je vais déjà, parce que vu, en sachant déjà pour vous expliquer rapidement les modifications, les paramètres qu'il soit, il faut toujours faire attention aux moteurs de OCR pour savoir déjà que les moteurs, ils ne sont pas tous pareils. Certains, ils ont différents paramètres que les autres. Par exemple, ici, pour le moteur, le Microsoft, le scale, par défaut, le scale, c'est pour lui, c'est 1. Il y a d'autres qui ont le scale, c'est 2. Donc, le scale, vous allez remarquer que si on change le scale, par exemple, si je me joue un peu sur, par exemple, sur 1 sur 4, bon, par défaut, c'était 1, et si je mets 1 par sur 4, et ici, je mets, bon, c'est un document scanné, je vais utiliser scanner et faire la langue English, vous allez voir que ça va prendre un peu plus de temps que ce qui était exécuté avant, mais par contre, le résultat sera plus meilleur que celui d'avant. C'est 94. D'accord. Sachant que tu l'as lancé en plus en debug. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, moi, si par exemple, je joue un peu sur le scale, je remonte jusqu'à le 2. Bon, après, le scale, vous pouvez monter jusqu'à 10. Mais il faut vraiment faire attention que si on remonte la qualité du scale de l'image, il faut savoir que si on augmente plus que normal, bien plus que le nécessaire, ça sera illisible et qu'on aura des mauvais résultats. Ce n'est pas qu'en augmentant le scale qu'on aura plus de résultats plus optimisés. Pardon. Juste, il y a Adépril qui dit qu'il ne voit pas les paramètres. Donc, si tu peux juste remontrer rapidement les paramètres. OK. Ça a été mis par Ivan. D'accord, Donc, c'est d'accord. bon. Donc ici, si vous avez vu, ça a remonté le résultat jusqu'à 96% à 60,66. On voit pas l'Excel. C'est-tu en train de présenter l'Excel? Non, je ne présente pas l'Excel encore. Ah, d'accord, ok. Le, le- le- le projet sur Studio pour vous montrer un peu Studio, d'accord. pour montrer un peu ce que j'ai Ok. fait. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu les exemples. Si je monte par exemple juste un petit peu, on va pas faire abuser, on va faire 3. Si je monte juste un peu le scale, parce que cette question tout à l'heure, c'était demandée par Hotman, ou je ne sais plus c'était qui a demandé pour savoir si on joue un peu sur le scale, ça Ouais. va ralentir un peu le process. Ouais. Ça ralentit un peu le process. Mais si on joue un peu sur le scale et on augmente le scale plus que la normale, on a de mauvais résultats au lieu d'avoir des bons résultats. Et par contre, ça joue un peu sur le timing, c'est-à-dire que ça prend plus de temps que si on fait un scale plus bas. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut passer justement au fichier Excel, vu qu'on commence à manquer de temps, s'il te plaît, Marcel? D'accord. Ici, je montre les fichiers Excel.
Justement, donc le fichier Excel, l'idée, c'est justement de présenter un petit peu en faisant des tests, à quel moment est-ce que ça lâche, on va dire, ou à quel moment est-ce que le rendement n'est pas intéressant. Hussein, si tu as 1 minute d'échange maximum dessus. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vraiment un fichier Excel là? Ouais, on voit bien. On va voir. J'ai utilisé que en fait, deux moteurs d'OCR. J'ai utilisé TSR4 et Microsoft OCR. Le document, c'est pareil, le même document, c'est celui-là que j'ai utilisé pour le test. Vous allez voir que si je diminue le scale, par exemple, le TSR4, je diminue le scale à 0, vous allez voir que c'est de 0 à 1.4, il n'y a pas d'amélioration. Mais par contre, jusqu'à 2, le scale, j'ai une amélioration de 43%. C'est-à-dire, pas une amélioration, mais c'est que c'est plus bas. C'est-à-dire, le résultat, il est plus mauvais que celui d'avant. Voilà. Et par contre, si je mets le scale à 1.4 avec le profil scan, j'ai un résultat de 96%. Ce qui montre que si on joue un peu sur les paramètres du scale et les profils, on peut avoir un résultat plus intéressant que celui d'avant. Pareil pour l'autre moteur de Microsoft. On a par contre ici un petit peu, un petit peu amélioré, un petit peu amélioré de celui de TSR4, mais ça montre comme quoi si on peut changer en fait juste le moteur de OCR, on peut avoir un résultat plus optimal que les autres moteurs. Ce qui je conseille plus de voir certains utiliser ou bien tester certains moteurs pour voir un peu avoir les résultats de chacun pour savoir lequel qui sera plus adapté à votre besoin. Donc voilà, si vous regardez ici, pour Microsoft, on a nettement une amélioration par rapport à TS4, mais par contre, si ça dépend selon le besoin, ça dépend selon le document. Ici, sachant que j'ai utilisé un document scanné, ça se peut que les documents, bon, j'ai testé avec le document manuscrit, ça n'a pas donné un bon résultat, donc voilà, je déconseille pour cette partie-là. Aussi, il faut savoir aussi qu'il y a un autre paramètre que je n'avais pas ici sur le studio, que la qualité d'image. Vous allez voir ici que la qualité d'image, c'est une image manuscrite, mais que vous remarquez que le fond de l'image est plus foncé et plus présent que la couleur de texte. Si par exemple... On ne voit pas l'image. Pardon. Ouais. Oui. Voilà. Ici, est-ce que vous avez vraiment l'image? Non, on voit. Ah, voilà, oui, c'est bon. C'est bon pour moi. Voilà, ici, ce que je vous disais, c'est qu'en jouant parce que sur certains moteurs de OCR, il y a la possibilité d'invertir la couleur du fond de l'image. Si vous regardez bien ici, la couleur du fond de l'image, elle est plus importante, c'est de la couleur du texte. La couleur du texte. Si on joue un peu sur ça, et on fait par exemple ici, je vais vous montrer. Juste un instant. Si on change un peu, on va dire, on peut jouer un peu sur la couleur du fond, on aura la couleur du texte qui est plus présente et plus importante que celle du fond. Ça aide un peu à améliorer l'optimisation du résultat sur le moteur de RSA. Et évidemment, on a un résultat plus meilleur que celui d'avant. Donc voilà, ça c'était donc présentation pour vous expliquer un peu si on joue un peu sur les paramètres et on sait un peu comment gérer les paramètres, on peut avoir un résultat plus important que celui des paramètres par défaut. Ça change que ça va, c'est pas juste au niveau du moteur, même si on a des moteurs qui sont vraiment très optimisés et tout ça, il faut aussi jouer un peu sur les paramètres pour avoir un résultat plus optimal. Voilà. Donc voilà, c'était ça ma présentation pour vous montrer un peu, compléter un peu ce qu'il a fait au même tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup. Alors, juste avant du coup de vous laisser, on va vous montrer du coup une idée qu'a eu justement Franck. Justement, pendant ce travail-là d'OCR, on s'est rendu compte que ce soit nous, que ce soit pour cet événement-là ou que ce soit généralement dans la vie d'un développeur RPA, on arrive à un moment donné sur le sujet de l'OCR et vient fatidiquement la question de quel OCR utiliser, comment faire, etc. On s'est justement dit, justement Franck, c'est surtout lui, qui a eu justement une idée. Est-ce que tu voudrais la présenter un peu plus ? Oui, pour présenter rapidement, pour prendre le temps, l'idée c'est que, comme vous l'avez remarqué, le choix d'un bon OCR, c'est un travail très répétitif. Dans un premier temps, il faut déjà comparer les OCR entre eux, et dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait son choix, pour pouvoir jouer avec les paramètres pour pouvoir arriver au rendement optimum. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer une boîte noire qui va faire ce travail-là à votre place. Donc, l'idée, c'est tout simplement, vous allez arriver devant une interface graphique dans laquelle vous allez rentrer vos documents en format PDF, ainsi que le texte attendu en format texte et les clés API des différents moteurs OCR que vous voulez tester.
Et à la fin, vous aurez comme résultat un fichier Excel avec plusieurs onglets dans lesquels vous aurez une comparaison des OCR entre eux, mais aussi pour chaque OCR, vous aurez la variation des paramètres et la valeur du rendement qui va vous permettre de pouvoir à la fin tout simplement de choisir directement au lieu de refaire toute cette étape qui est à savoir reconstruire un process, choisir des documents, faire varier les paramètres. Voilà. Et on travaillera dessus, on est en train de travailler dessus, moi, Oumaima et ainsi que Mossine, et ça sera publié sous forme d'un article sur UiPath Community, donc vous serez tous avertis bien évidemment. Yes. Après, s'il y a une personne qui a déjà travaillé sur le sujet, on peut toujours avoir son feedback tout de suite, ça nous permettra peut-être voilà, d'en savoir un peu plus sur sa démarche. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Yes, merci à toi Franck. Et d'ailleurs, si des personnes sont intéressées aussi par rejoindre le groupe de travail, je ne pense pas que Franck, Oumaima et Marcel seraient contre d'avoir une personne supplémentaire. Bienvenue. On est complètement ouvert. Yes. Du coup, merci à tous d'être venus à cet événement-là. Très rapidement, si vous voulez nous rejoindre, restons en contact. Donc, vous avez l'URL de UiPath Community, je l'ai aussi déposé sur la chatbox de Zoom. Donc, vous avez aussi les LinkedIn des personnes ici présentes, justement, si vous voulez échanger un peu plus. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. On se voit au prochain événement de UiPath Community. Dans peu de temps, ce sera publié. Si vous vous abonnez, vous verrez directement l'événement. Bonne journée à tous. Merci. Salut, bye bye. All right, salut guys.